On est à quelques semaines du début d'une nouvelle réglementation en Formule 1. Et plus je creuse le règlement technique, plus j'essaye de comprendre ces nouvelles voitures, et plus je me pose des questions. Je vais pas vous mentir, j'ai pas peur de 2026. Je pense que la saison va être exceptionnelle, remplie de surprises, mais je m'inquiète un petit peu pour vous, enfin pour nous en fait, les fans de Formule 1. Aujourd'hui, on arrive dans une ère où la Formule 1 va se complexifier à un stade encore jamais vu dans notre sport, où le fan lambda qui regarde une course de temps en temps ne pourra pas vraiment comprendre ce qui se passe sans faire des recherches ou essayer de s'intéresser à l'aspect technique des monoplaces. Et ça, pour le coup, ça m'inquiète. Aujourd'hui, je vais vous partager mes inquiétudes sur cette nouvelle réglementation, mais je voulais aussi avoir votre avis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me le partager afin de voir si je suis le seul dans cette situation. Bref, sans plus tarder, laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis inquiet avec cette nouvelle réglementation pour la saison 2026 de Formule 1. L'une des premières choses à retenir pour cette saison 2026, c'est qu'on assiste au plus grand changement de réglementation technique dans l'histoire de la Formule 1. Les changements de réglementation, c'est normal dans notre sport. Ils sont essentiels au développement et permettent de redistribuer les cartes d'un point de vue sportif. Sauf que là, absolument tout change. Le dernier gros changement date de 2022 avec le retour des fonds plats à effet de sol. Et mine de rien, pendant 4 ans, c'est Red Bull qui a dominé cette période. Niveau moteur, on remonte à 2014 et là c'est Mercedes qui a dominé le sport pendant 8 ans. Chaque nouvelle réglementation est en général synonyme de domination. Une équipe interprète mieux le règlement, trouve une zone grise et l'exploite et ça fait partie du jeu. Mais en 2026, on a les fonds plats, les moteurs et l'aéro des voitures qui change. Bon, on va refaire le point, mais au niveau des fonds plats, on abandonne l'effet de sol, qui a été un échec total, et on revient à des fonds plats un petit peu plus traditionnels, plus plats, comme ce qu'on a pu avoir dans les années 2020-2021. Au niveau des moteurs, on perd le MGUH, sauf que le MGUK qui était déjà présent devient 2 fois plus efficace. La puissance du moteur, elle se divise maintenant 50% thermique et 50% électrique, et on a donc l'arrivée de 3 modes, le boost, le dépassement et la recharge. Ces modes, on les aura normalement sur chaque circuit, sauf que sur certains, ils seront bridés, sur d'autres, ils seront peut-être même désactivés en fonction du tracé, et on ne sait pas encore comment la FIA va utiliser ces nouveautés cette année. Et puis ensuite, on a donc l'aéro, c'est le début de l'aéro active. Alors l'aileron avant et l'aileron arrière pourront s'abaisser ou se relever en fonction de l'endroit où le pilote se trouvera sur le circuit. Vous avez 2 modes, le mode virage avec donc les ailerons relevés pour avoir un maximum d'appui sur la voiture et le mode ligne droite avec les ailerons couchés pour augmenter la vitesse de pointe et diminuer la traînée aéro. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on aura aussi sur certains circuits un mode intermédiaire dont on ne nous parle pas beaucoup pour l'instant, où seul l'aileron arrière pourra s'abaisser pour éviter d'avoir trop de perte d'appui aérodynamique. Vous voyez tous ces changements, en vrai, ça paraît pas grand-chose, mais ça fait énormément de nouveaux facteurs qui rentrent en jeu, que ce soit pour les pilotes, pour les équipes, pour les journalistes, mais surtout pour les fans. Autant pour les professionnels, j'y vois pas trop de soucis. Autant que je me dis tout changer d'un seul coup, c'est quand même une très grosse prise de risque. Beaucoup de fans vont être confus, ça va être difficile d'apprendre ce nouveau règlement. Il y a énormément de mots techniques et la Formule 1 aurait peut-être pu s'adapter de façon progressive, en faisant changement après changement, mais ce n'est pas le cas. 2026 va signer le début d'une nouvelle ère, mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les problèmes qui vont découler de tous ces changements sur les monoplaces. L'un des plus gros risques de cette saison 2026, c'est forcément la domination d'une écurie ou d'un motoriste. Mais ça, on le sait déjà. Ce qui s'est passé en 2014 avec l'arrivée de l'hybride en Formule 1, j'ai envie de vous dire que c'est normal. Quand un nouveau règlement arrive, une équipe va forcément tirer son épingle du jeu et en profiter pour gagner en performance. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la Formule 1. Ferrari, McLaren, Williams, Renault, Mercedes par exemple, toutes ces équipes ont eu leur période de domination grâce à une innovation ou un règlement qui ont joué en leur faveur. Il n'y a aucune raison que 2026 n'échappe à cette règle. Et la FIA le sait.
pour éviter ça, cette année va marquer l'introduction de l'ADO, l'Additional Development and Upgrade Opportunities. Je vous en ai déjà parlé, mais toutes les 6 courses, la FIA va effectuer des tests sur les groupes propulseurs pour compenser les équipes en retard en les aidant à développer leur moteur. Si jamais un motoriste est en retard de 2 à 4% comparé au meilleur moteur, alors il se verra offrir la possibilité d'apporter une amélioration bonus à son bloc propulseur. Si jamais ce motoriste accuse un retard de plus de 4% cette fois-ci, il aura 2 améliorations et aura plus de temps de développement sur les bancs d'essai. Ces améliorations, donc, elles rentrent dans le budget cap, mais la FIA va offrir un allègement des coûts justement dû à ces améliorations et à la duo. Là, l'objectif pour la Formule 1, c'est de tirer des leçons de sa dernière révolution moteur. En 2014, si vous ne suiviez pas encore la Formule 1, vous n'avez pas idée à quel point cette réglementation a nui au sport. Mercedes avait quasiment 1 seconde d'avance sur le 3e en qualification. Le 10e était à plus de 2 secondes et je vous parle même pas des pires voitures de la grille. Heureusement, à l'époque, on a eu un duel exceptionnel pour le titre qui nous a permis d'oublier cette domination et l'échec qu'était la saison 2014. Derrière, toutes les équipes motorisées par Mercedes étaient assurées de terminer dans les points. Williams a eu 3 saisons exceptionnelles juste parce que Mercedes était au-dessus du lot et c'est ce qu'on pourrait revoir du coup cette année. Si, comme les rumeurs l'annoncent, Mercedes domine, on va donc avoir un top 10 composé à 80% de voitures motorisées par la marque allemande. Et ça, pas sûr que les fans l'acceptent. Et si c'est le cas, on fait comment? Parce qu'en 2023, il fallait rattraper le retard sur les fonds plats. En 2014, c'était le retard sur les moteurs. Et là, si une équipe doit rattraper son retard, mais dans les 2 domaines, qu'est-ce que ça donne? Adrian Newey, donc le nouveau team principal d'Aston Martin, l'avait dit, le règlement est extrêmement vaste et libre d'interprétation. Certaines équipes vont exceller, mais d'autres vont passer leur temps à courir après le développement. J'espère sincèrement que malgré les écarts, il y aura rapidement une convergence de performance. J'espère que les équipes vont se rapprocher assez rapidement car le prochain changement de réglementation est estimé en 2030 et il concernera les moteurs. Donc 2026 pourrait bien décider des 4 prochaines années de certaines équipes en difficulté. J'ai eu la chance de rencontrer Ben Hodkinson qui est le directeur technique de Red Bull Powertrains lors de ma visite du coup à l'usine Red Bull. Il m'a confirmé que les écarts ne seraient pas aussi importants qu'en 2014 concernant les moteurs. Les éléments les plus complexes et difficiles à interpréter ont été supprimés et donc en toute logique, hormis une équipe qui se foire totalement, les écarts devraient plutôt être proches de ceux qu'on a eu en 2022. La Formule 1, dans tous les cas, elle a changé et les fans aussi. Aujourd'hui, la Formule 1, c'est devenu un divertissement pour beaucoup de personnes. Les courses, elles doivent être excitantes, la saison doit être bouleversante et elle doit dégager une histoire forte. Je vous laisse revoir la saison 2025 qui honnêtement était très loin d'être mauvaise, et pourtant, certains vont vous dire qu'on s'est ennuyé. Alors maintenant, prenez 2 minutes. Imaginez si sur les 24 courses de 2026, on se retrouve avec 15 fois le même top 10 sans rebondissement. J'ai peur, moi, que cette réglementation, elle lasse les nouveaux fans, ou pour ceux qui ne sont pas encore ancrés dans le sport. J'ai peur qu'avec la nouvelle image que la Formule 1 s'est donnée sur les dernières années, le divertissement en 2026 devienne beaucoup trop superficiel. Peut-être que je suis pessimiste, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, et ce ressenti, je peux l'appuyer avec une autre crainte. La Formule 1 devient beaucoup trop complexe. Une autre de mes inquiétudes pour cette saison 2026, c'est ce que je vais appeler la complexification du sport. De base, la Formule 1 n'est pas le sport le plus simple à comprendre. On est très loin du cliché des 22 pilotes qui tournent en rond sur un circuit. Avec l'aspect stratégique des courses, le côté technique, le fonctionnement de l'aérodynamisme, le DRS, les moteurs, les nouveaux fans qui ont rejoint la Formule 1 ces dernières années ont beaucoup de choses à voir, tant la Formule 1 est un sport complexe. Mais tous les changements de cette saison 2026 apportent encore plus de nouveautés et de termes techniques qui peuvent être très difficiles à apprendre et surtout à comprendre. Alors pour aider à ça, vous l'avez vu, la FIA et la F1 ont tenté de nommer toutes ces nouveautés en demandant à ce qu'il y ait une homogénéisation des termes. En résumé, que ce soit la FIA, la F1, les équipes, les pilotes, les journalistes ou même moi, tout le monde utilisera le même langage afin que ça reste le plus compréhensible possible. Pour les 2 modes aéro, on utilisera donc le mode ligne droite et le mode virage. Bon, concernant les modes moteurs, il y a la recharge, le boost et le dépassement. Et ces termes seront donc utilisés par absolument tout le monde pour que ça reste le plus simple possible. Si jamais vous entendez quelqu'un utiliser un autre terme, c'est une erreur. Alors, tout ça,
c'est sur le papier, mais sur la piste, qu'est-ce que ça va vraiment donner? Parce que oui, pour les personnes qui se sont renseignées, ça devrait être compréhensible, mais pour ceux qui découvrent, je vous avoue que ça va être difficile de comprendre ce qui se passe. Imaginez, Leclerc double Alonso en ligne droite avec une différence de 70 km/h. On va se douter que nous, Alonso est en mode recharge, que Leclerc est sûrement donc en mode ligne droite avec le boost et avec le dépassement. Mais pour quelqu'un qui découvre le sport en 2026 ou alors qui ne regarde que quelques GP, allez lui expliquer tout ça. J'espère que la Formule 1 a prévu des petites intégrations pour nous aider à comprendre ce qui se passe sur la piste, que ce soit en WEC, en Formula I, on a déjà des informations, des overlays. Je sais qu'aussi qu'à chaque réglementation, la Formule 1 fait une mise à jour de son affichage. Mais voilà, un petit pourcentage de batterie, un bouton qui s'allume en cas de mode dépassement ou de boost, je pense que ce serait extrêmement utile. Ou sinon, beaucoup de fans ne vont pas comprendre et vont être dégoûtés du sport. Histoire de ne rien arranger, ces différents modes, ils ont des conditions d'utilisation. Pour le mode aéro, par exemple, il y a un mode intermédiaire. Pour la puissance thermique et électrique, elle sera bridée en fonction de certains tracés. Et le mode dépassement, par exemple, il pourra être désactivé en cas de drapeau jaune, de pluie, si les commissaires trouvent ça dangereux. On pourra l'activer sur plusieurs zones sans être sous la seconde, mais il faudra être à moins d'une seconde à la détection. Vous voyez, ça fait beaucoup d'éléments qui complexifient un sport qui n'est déjà pas simple à comprendre. D'autant plus que la gestion de la batterie électrique, elle devient un point central du pilote en 2026 et ça va totalement trancher avec la Formule 1 qu'on connaissait jusqu'à présent. Et c'est d'ailleurs le dernier point que j'aborde dans cette vidéo. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'une inquiétude qui part quand même d'une bonne intention. En 2026, les pilotes auront plus d'outils, auront plus de responsabilités au volant pour performer avec leur voiture. Le résultat de la course, maintenant, il se retrouve vraiment entre les deux mains du pilote et ça, de base, c'est une très bonne chose. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que le pilote le plus talentueux ne sera pas forcément le plus rapide sur la piste. J'ai un peu peur qu'avec cette nouvelle réglementation, le talent soit remplacé par la bonne gestion d'un outil électrique. Quand je vois le nombre de modes et surtout l'impact de la batterie, quand je vois les conditions d'utilisation des modes aéroactifs, quand je vois les simulations de data et les combinaisons de modes afin de rendre une voiture plus rapide, je me dis au final, où est-ce que le talent du pilote rentre en jeu cette année? Si on est honnête, les meilleurs pilotes en 2026, ce seront les plus intelligents et ceux qui interprètent le mieux l'électrique, ceux qui savent le mieux jouer avec des configurations de leur voiture. Mais quand je repense au dive bomb de Daniel Ricciardo, quand je repense à la gestion des pneus de Lewis Hamilton, à l'agressivité de Max Verstappen, je me dis que tout ça va peut-être être balayé par des simples modes électriques. Je suis curieux de voir en fait l'impact des ingénieurs de course cette année. Est-ce qu'on aura plus de communication, on aura plus ou moins de consignes? Est-ce que l'ingénieur va vraiment avoir un rôle clé dans la performance du pilote le dimanche? Moi perso, je trouve ça un peu triste qu'on se dirige dans cette direction en Formule 1. Alors bien sûr, il faut vivre avec son temps et le sport évolue, mais j'aurais aimé voir le sport mettre en avant le talent des pilotes plus que leur capacité à gérer la consommation de la batterie de la voiture. J'ai le sentiment que cette année, pour la première fois en Formule 1, c'est trop. J'ai l'impression qu'en fait, cette réglementation de base a été fondée sur une mauvaise base et que chaque modification, chaque ajout n'est là que pour corriger un défaut déjà présent, mais en laisse un nouveau derrière lui. Quand j'ai entendu les discours des pilotes au simulateur, je suis pas non plus rassuré. Lewis Hamilton qui se disait inquiet pour les fans de Formule 1, Max Verstappen qui disait que les voitures étaient inquiétantes d'un point de vue performance. J'avoue que je sais pas encore où me placer à quelques semaines du début de la saison de Formule 1. Forcément, ce ne sont que des inquiétudes et elles sont pas prouvées. Pour avoir discuté avec Ben, donc le directeur technique de Red Bull Powertrains, il m'a confirmé qu'il y aurait énormément d'actions en piste et qu'il y aurait beaucoup de choses à suivre cette année. Bien évidemment, le pilote n'est pas remplacé par un IA ou un ingénieur, mais j'avoue qu'on s'éloigne un petit peu des voitures qu'on pouvait avoir avant les années 2010. Moi, ce que j'attends probablement le plus cette année, c'est les premières courses sous la pluie. Aucun mode aéroactif, aucun mode overtake autorisé. Là, pour le coup, la différence, elle se fera vraiment au coup de volant et au talent des pilotes. Peut-être que tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo n'aura pas lieu cette année. Peut-être que je suis un petit peu trop pessimiste à l'idée de voir la Formule 1 se renouveler, mais à quelques semaines des premiers essais, je vous avoue que c'est ce que je crains le plus pour cette nouvelle saison de Formule 1. Bien évidemment, tout ce que j'ai dit aussi dans cette vidéo était des cas extrêmes et je suis persuadé que 2026 va être une saison ultra intéressante et j'espère qu'elle ne va pas nous décevoir. Je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire, donc faites-vous plaisir, balancez-moi tout ça sous la vidéo et nous on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.